Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des... Réal. Exactement, bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leurs histoires, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? Ne mentez pas, on l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui, un jour, ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur, mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Aujourd'hui, nous accueillons... Martin Gessler. Et Antoine Blanche. Eh ben, merci beaucoup. Vous allez bien? Ouais, ça roule. Ça roule. Ouais. Eh ben, allez-y, présentez-vous, chacun votre tour. Ok. Donc moi, en fait, donc je suis réalisateur depuis maintenant un peu plus de 17 ans, 15-17 ans. J'ai fait des études de philo et je voulais faire de la réalisation de films et je faisais des films comme ça dans mon coin à l'époque du DV, du film numérique. Et de fil en aiguille, j'ai une formation d'autodidacte. En fait, je me suis formé un peu sur le tas. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des films, puis... Ok. Garde pardon. Garde-nous, non, t'inquiète. C'est en gros, l'objectif, c'est une petite présentation courte, parce que tout ce que t'as dit, on va y revenir et on va approfondir chacun des sujets, chaque étape, point par point. Donc vas-y Antoine, je t'en prie. Yes. Écoute, moi, j'ai fait des études de cinéma il y a à peu près une dizaine d'années. Et voilà, j'ai commencé avec les études et puis ensuite je me suis lancé dans la réalisation. J'ai commencé à faire des courts-métrages, ensuite réaliser un petit peu des courts-métrages de publicité, tu vois, pour gagner sa vie, et voilà. Ok, donc c'est votre métier, parce que, je rappelle que réalisateurs, parfois il y en a certains, ils ont des jobs à côté, ils font leurs heures sur les plateaux, les choses comme ça. Donc, je pense qu'au début, en tout cas, oui, on est tous passés un petit peu par là. Au début, on n'est pas devenu, je pense, réalisateur du jour au lendemain et tout. Donc pour vraiment gagner sa vie, oui, ça a pris un peu de temps. Et donc, je pense qu'on s'est tous un petit peu multipliés sur différents aspects de la réalisation. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai fait un petit peu de cadre, j'ai fait un peu de montage. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est réalisation qui vous fait vivre. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Ok, d'accord. Non, parce que c'est vrai que, comme je disais, il y en a certains, c'est un peu comme les scénaristes qui vont faire pas mal de jobs alimentaires à côté jusqu'à pouvoir vraiment gagner leur vie. Donc, c'est pareil, ceux qui font donc leur intermittence sur des plateaux, au cadre, à la régie, beaucoup à la régie. Soutien, la régie, métier super important. Bien sûr, c'est clair. Et donc, ok, d'accord, ok, trop cool. Et ben, écoutez, on va commencer par donc d'où vous est venu l'amour du cinéma. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est venu, je pense que c'était un peu un rapport, j'allais dire maladif, mais c'est peut-être pas le bon mot, c'est plus que c'est venu à l'adolescence, où je sais que j'avais peut-être du mal à exister dans ma vie de tous les jours, et je trouvais tout simplement refuge au cinéma. Je trouvais que c'était l'endroit où j'arrivais où je recevais des informations, des émotions, et j'arrivais un petit peu, ça me permettait de m'évader, ça me permettait aussi de peut-être mettre le doigt sur des choses que je ressentais. Donc je vivais vraiment au travers du cinéma, donc j'y allais vraiment beaucoup. J'ai pas forcément une famille qui est très cinéphile et tout, donc j'allais voir un petit peu tout et n'importe quoi. C'est après, en allant à la faculté en fait de cinéma, où là j'ai découvert un petit peu ce que c'était vraiment, quoi. Et donc amour du cinéma, est-ce que toi vas-y à ton tour, dis-nous en quelques mots, c'était une passion pour Tex Avery et le film d'animation sous toutes ses formes. Je trouvais ça magique en fait. Je rentrais vraiment là-dedans quand j'étais enfant. Et ensuite, en commençant à faire du film d'animation en Super 8, j'ai commencé à filmer des amis qui étaient en théâtre et je me suis plus intéressé au cinéma, à l'art du vivant. Ok. Et de fil en aiguille, la passion est devenue dévorante pour le cinéma. D'accord. Donc vous avez filmé tous les deux. Est-ce que vous avez filmé un peu de votre enfance Non, franchement pas trop. Moi, vraiment la caméra, c'est venu un peu plus tard. Moi, j'ai vraiment un peu une approche je me suis dit, attends, s'il faut raconter des choses, il faut que je vive un peu des choses. J'avais pas l'impression que, tu vois, dans ma vie, il se passait forcément des choses hyper palpitantes et tout. Donc j'ai eu besoin, tu vois, de
Non, de voir des films, de lire des trucs, et puis c'est venu après. J'ai pas trop filmé pendant mon adolescence, non. Et donc toi, tu disais Moi, Super 8 ? Ouais, moi je filmais en Super 8, mais mes amis, on faisait des remakes de films cultes qu'on avait. Parce que pareil, j'avais pas grand-chose à dire à l'époque, mais j'étais fasciné par l'image en mouvement comme ça. Et... Ok, et c'est un cadeau qu'on t'avait fait, la Super 8 ou C'était un cadeau de mes parents pour faire à la base du film d'animation, puisqu'en fait c'était le seul moyen technique à l'époque pour faire de l'image par image. Ok, d'accord, ok. Énorme. Et après, tu disais que tu étais passé à la DV. Ouais, je suis passé à la DV et après au montage sur Premiere à l'époque, qui existait déjà sur les premières versions. Ouais, c'est vrai. Première version 4.2, je crois. C'est vraiment à l'époque. Et oui, la DV, ça permettait un truc de dingue, de faire du montage numérique derrière. Et t'avais quel âge ? J'avais 18, 19 ans. Ah oui, d'accord, ok. Pour la DV, ouais. Ok. Et donc, là, vous avez l'amour du cinéma. Toi, est-ce que vous avez tous les deux, donc toi tu disais Tex Avery, mais est-ce que vous avez un film un peu qui a déclenché quelque chose chez vous, qui vraiment a été un peu le point le point de départ, quoi, le déclencheur? Ouais, moi j'en ai plusieurs, mais je pense qu'il y en a un en particulier. Je devais avoir, je pense, c'était quoi, 91? Non, Cyrano de Bergerac, moi. Non, mais c'est un peu particulier. En plus, j'étais enfant et tout, mais je sais pas. Je trouvais que même si c'était peut-être pas un langage particulier où je comprenais pas tout, je trouvais que juste il y avait je sais pas, une espèce de mise en scène comme ça qui t'embarque et j'étais complètement happé par cette histoire. Okay. Donc Cyrano, moi, ça m'a bien mis le pied dedans, on va dire. Alors moi, c'était Annie Hall, je crois. De Woody Allen. Quand j'ai découvert ce film, je me posais beaucoup de questions sur le couple. Et cette vision un peu provocatrice, humoristique, un peu absurde aussi d'expression du couple m'a beaucoup touché et marqué. Et ouais, après j'ai suivi la carrière de Woody Allen, puis après plein d'autres, mais c'était un peu un point de départ. Ok, c'est marrant. C'est marrant. Donc c'est vrai que la plupart, on entend beaucoup du Spielberg, beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est cool parfois d'entendre des films un peu. Non, mais c'est sûr. Ensuite, il y a d'autres films, tu vois, même, je sais pas, je me souviens, mais vers mes 10 ans, moi, j'adorais les films de Luc Besson, par exemple. Il y avait un truc, même si aujourd'hui, je regarde rétrospectivement et je m'identifie plus trop avec, mais il y avait un espèce d'univers comme ça, assez immersif, assez sensoriel. Et quand t'es enfant, moi, je trouve que Le Grand Bleu, par exemple, ça m'a énormément marqué. Et puis, oui, les films de Spielberg, effectivement, tu vois, E.T., forcément. Mais c'est venu après, quoi. Il y a vraiment eu, certes, tu vois, un film comme Cyrano de Bergerac avec Depardieu, je sais pas, ça a vraiment imprégné de manière très, très forte. Il y a aussi, en vrai, c'était un gros budget pour la France. C'était un truc genre avec des décors de dingue, recréation. Film de KPDP comme ça. Ouais, franchement, mais moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais sur le cul. C'était vraiment impressionnant. T'as vraiment t'as l'impression d'être... en termes de recréation, c'était vraiment impressionnant. En termes d'action, c'est super impressionnant. Enfin, c'est... Ouais, non, c'était balèze. C'était très, très balèze. Je comprends qu'un enfant... Toi, t'avais quel âge quand j'avais 10 ans, quoi. Ouais, franchement, je comprends. Je comprends complètement. Et sinon, non, je pense juste à un autre et tout, mais parce que tu viens de dire Spielberg et du coup, ça a allumé un peu un truc. Non, je crois que j'ai beaucoup regardé Roger Rabbit aussi. Ah, c'est marrant. Alors, pareil. Mais genre, la cassette, elle est tu vois, elle était là tout le temps et je sais pas, j'ai dû le regarder une 50aine de fois. Pareil, moi je l'ai rayé la cassette. C'est un truc de ouf, franchement. C'est vrai que c'est extraordinaire en même temps. C'est pas, tu vois, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est pas non plus. Je sais pas, il y a vraiment un truc lié à l'enfance quand en fait tout est tellement magique. Ce truc de mélanger le cartoon avec des images réelles et tout, c'était tellement surprenant. En fait, on n'avait jamais vu ça. Tu vois. Moi, j'avoue, je le regarde encore aujourd'hui. Je prends une claque. J'adore. Franchement, je trouve ça génial. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il faudrait que effectivement. Ouais, je trouve qu'il a assez bien vieilli. C'est vrai. Il a très bien vieilli. C'est impressionnant à quel point il a bien vieilli. Quand on regarde, je trouve que Space Jam a beaucoup plus mal vieilli que. Ils utilisent de la 3D par moment, donc c'est aussi ça. Là, c'est vrai qu'il est plutôt cool. Et quand est-ce que vous avez su, pour le coup, que vous vouliez devenir réalisateur ? Non, moi je pense que c'est venu pendant les études. C'était des études de cinéma, cinéma. À la fac. J'étais à Paris 8. Et pourquoi t'as fait des études de cinéma Parce que en fait, je pense que j'avais ce truc de légitimité, je veux dire, si je savais pas de quoi parle le cinéma, vu que chez moi personne pouvait trop m'en parler, il y avait pas cette culture-là de cinéphile et tout. Je
je me suis dit, ouais, je sais pas, c'était un peu mon approche. Voilà, il faut que j'aille au fond du truc, que j'essaie de comprendre ce que c'est. Alors que bon, moi, j'ai des amis, par exemple, enfin, j'ai un ami, c'est marrant, un ami comédien, qui lui est devenu réalisateur aussi. Ok. Mais il a eu cette approche complètement à l'inverse de moi, c'est que lui, il en avait rien à foutre, en fait, de pas savoir ce que c'est que le cinéma, qu'une caméra, qu'une focale, le truc de mise en scène. Il s'est jeté à fond dedans, en fait, sans vraiment savoir. Et il a fait des films comme ça, et c'est très bien. Donc, il y a pas vraiment de règles. Moi, c'est vrai que j'avais besoin de ça, en tout cas, d'avoir une espèce de cadre comme ça, où j'arrivais à identifier l'objet cinéma, qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, une fois que je me suis lancé sur une première réalisation, là, j'ai su que, voilà. Ok. Et ça, c'était à la fac que tu as C'était à la fac, ouais. Okay. Et tu t'es lancé parce que t'aimais le cinéma, le regarder. Tu savais pas trop. Je savais pas trop. Ensuite, je me suis rendu compte que sur un plateau, c'était quand même très joyeux, quand même, l'ambiance, en fait, collaborative de créer. Il y avait une énergie, voilà, qui me plaisait bien, et je me rendais compte que ça me rendait très heureux de mettre en scène, enfin, de créer, quoi. Donc, je me suis dit, enfin, c'était pas sûr. Ensuite, il y a eu plein d'interrogations parce qu'effectivement, à la fin de tes études, t'es pas forcément réalisateur, tu vois. Sûr, ouais. Tu vois, donc tu dis oui, t'as envie de réaliser, mais personne, tu vois, te connaît, tout ça. Donc moi, je sais que j'ai eu besoin de me rassurer. Je me suis dit bon, si ça ne marche pas, peut-être que je devrais me spécialiser aussi dans autre chose. Et j'ai fait une formation d'opérateur Steadicam, en fait. Ok, d'accord. Ça aussi grâce à la fac, tu vois, il y avait des intervenants comme ça qui venaient. Et donc j'ai fait une formation de ça. J'en ai fait en fait pendant un certain temps, en parallèle, tu vois. C'était ça qui me permettait aussi, tu vois, de faire cette transition, je pense, qui était pour moi nécessaire en fait. Où Steadicam, ça me permet de rencontrer des équipes, rencontrer du monde. Tout en gardant une approche technique. Exactement. Tu vois, ça allait un petit peu ensemble. Et bon, finalement, ensuite, c'est la réalisation qui a pris le dessus. Et tant mieux, je suis content. Voilà. Et toi, devenir réalisateur? Devenir réalisateur, c'était à l'adolescence. Donc à la base, c'était la réalisation de films d'animation. Et en fait, comme j'avais un peu la flemme de faire ces dessins, puis c'était un travail très solitaire, j'avais besoin d'un enjeu social, d'être avec d'autres gens. J'ai commencé à filmer des amis qui se destinaient à être comédiens. Et de fil en aiguille, on était un peu une espèce de collectif comme ça, à faire des films ensemble tout le temps. On avait une grande envie de faire des films, des clips, et on tournait à foison, que je montais ensuite. Et de fil en aiguille, parallèlement à mes études, donc moi j'ai fait des études de philo. D'accord. Je voulais devenir réalisateur, mais je ne voulais pas faire d'études de cinéma. Et ça vient de quoi? Je crois que j'avais... Famille, pression un peu Je crois que oui, mes parents, ça rassurait peut-être mes parents que je fasse plus de la philo, quoi que la philo, bon, où est-ce que ça peut mener c'est pas non plus l'évidence. Le pari est risqué quand même. Complètement. Mais oui, je vois très bien. Oui, le côté un peu, c'est un milieu compliqué. La philo, tu deviens prof, il y a un truc, genre la voie est tout tracée. Cinéma, c'est super large. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc, je suis allé jusqu'à la maîtrise de philo. Et à un moment donné, j'ai arrêté la philo parce que je commençais à avoir des propositions de films de commande. Ok. Des gens qui avaient vu mes petits courts-métrages. Des boîtes de prod qui avaient vu mes courts-métrages. Et donc, j'ai commencé à faire des petits films de commande et à faire mes premiers cachets d'intermittent. Ok, d'accord. Voilà. Et c'était parce qu'ils étaient diffusés où Je les envoyais dans des festivals. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Et donc là, j'ai eu des petites reconnaissances dans les festivals. En tout cas, les films étaient diffusés. Ok. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens. Mais je débarquais à Paris, je connaissais personne. Ok. Et ça, c'était quand à peu près? J'ai passé mon bac en 97 ou 98, donc c'était en 2000, au début des années 2000, quoi. Ok. Ouais. Donc ça fait une vingtaine d'années, ouais. C'est ouf parce que je pense que le milieu a énormément évolué. Je pense qu'aujourd'hui, avoir des courts-métrages qui sont diffusés, c'est un truc, c'est tellement devenu énorme que je sais pas si aujourd'hui des petits courts-métrages en festival pourraient avoir... Enfin, ça peut, je pense, mais c'est vrai que faire des cachets d'intermittence en faisant... Toi, c'était des courts-métrages que tu faisais? Ouais, moi je faisais des courts-métrages et j'avais vraiment un grand désir, un désir très très fort de faire des films. Et je pense que c'était autant peut-être... Parce que mes courts-métrages étaient très fragiles, hein, c'était des films vraiment d'étudiants. Mais c'était autant, à mon avis, le côté... mes films, mais surtout une grosse envie de faire ces films, je pense, qui était communicative auprès des prods qui ont dû sentir ça. Ok, je vois très bien. De toute façon, c'est un peu tout le truc, en tout cas, qu'on essaie de communiquer aux producteurs qui viennent vers nous. Il faut communiquer l'amour, on en veut et tout ça. Mais c'est cool que toi, t'aies pu assez rapidement, en fait,
avoir ce truc de pouvoir presque en vivre, en fait, c'est oui, ça a été laborieux au début. Hein. Ouais, bien sûr. J'étais caissier à côté de ça pour gagner ma vie dans un Monoprix. Et donc oui, c'était compliqué. Mais j'avais cette envie forte. Ouais. Ok. Et donc, comment est-ce que vous avez un peu planifié vos carrières de réalisateur? Parce que c'est vrai que, est-ce que à partir du moment où vous avez eu cette flamme, vous avez eu un objectif et vous êtes dit, bah, moi, je veux devenir réalisateur et donc je vais faire toutes ces étapes pour en arriver là. Donc là, par exemple, toi, c'est marrant parce que tu as fait des études de cinéma, mais tu savais pas forcément si tu voulais être réalisateur. Et donc, il y en a certains, toi, c'est par exemple, toi, tu savais avant, mais t'as pas fait des études de cinéma. Donc, c'est marrant de voir que les parcours, parfois, ne sont pas forcément si normales et logiques que ça. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair que non, il y a vraiment tellement de parcours différents, de typologies de gens différentes. Et donc, excuse-moi, ta question, tu me disais, en gros, c'était comment est-ce que vous avez planifié un peu ce truc? Est-ce que vous avez eu des objectifs étape par étape de bah là je vais faire ça, puis plus en plus gros, puis après je vais faire des clips, gagner ma vie avec, nanana. Ouais, il y a un petit peu un truc comme ça, effectivement. Enfin, en tout cas, de faire des courts-métrages, moi, c'était vraiment mon unique objectif au début. Et puis, un peu pareil que toi, ensuite, ce que j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années, quand même, grâce à l'université, en fait, j'ai pu partir aux États-Unis. J'ai finalisé mes études là-bas. Et ensuite, quand je suis revenu, voilà, j'avais un peu pas mal fait de Steadicam et quelques cours. Et puis ça a été un peu on se jette dans le bain, on essaie de rencontrer un maximum de personnes, on envoie des mails, rencontrer des boîtes de prod et tout. Et puis, il y a une personne qui a réussi qui m'a fait confiance sur un film. Et puis, ça a créé une petite boule de neige, en fait, sur la réalisation de plus de publicité, tu vois. Ok, et ça a commencé par un cours, c'est ça? Ça a commencé par un cours, ouais. Ok. Ça a commencé par un cours, et aussi, non, c'est vrai que j'avais fait, parce que j'ai une sœur qui travaille dans la mode et tout. Elle a commencé à me faire bosser un petit peu sur ses films. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir juste quelques films de mode, tu vois, si tu veux, qui m'ont permis d'accrocher quelques films de commande dans ce registre-là. Ok, d'accord. Et donc voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, c'est venu un petit peu progressivement. Je me suis dit, effectivement, la publicité, c'était un bon moyen de gagner sa vie. Et puis ensuite, à côté de ça, il fallait vraiment garder du temps pour développer des scénarios, faire du court-métrage, parce que bien évidemment, on a en tête tous de faire un long-métrage à un moment, qui est un petit peu le Graal de tous les gens qui ont envie de faire ce métier. Enfin, je pense, en tout cas, mais du coup, tu vois, j'avais un peu cet équilibre à trouver, en tout cas, pour réussir à en vivre au début, et puis ensuite continuer à écrire et réaliser de la fiction. Ok. Alors pour moi, en fait, donc j'ai commencé à faire vraiment, quand c'est devenu plus sérieux, de la co-réalisation. Il se trouve que sur un film sur lequel j'étais assistant réalisateur, le storyboarder voulait devenir réalisateur, et on est devenus amis. Et on s'est dit, tiens, on va faire des films ensemble. Et on a commencé à faire des films ensemble, ça marchait hyper bien, on s'entendait très bien. Cette personne s'appelle Stéphane Sierra, il est peintre aujourd'hui. Il a arrêté la réalisation. C'est resté un ami. Et donc pendant 3 ans, on a travaillé en tant que co-réalisateur finalement, et on était on se réfugiait tous les jours dans mon studio qui était dans le 9e, pas loin d'ici. Et on avait eu accès à l'annuaire Bellefeuille qui recensait toutes les boîtes de prod à l'époque. Oui. Et on passait des coups de fil sur coups de fil sur coups de fil pour essayer d'intégrer des boîtes de prod de pub. Et on a rencontré, on a fait des fausses pubs, du coup, pour avoir une espèce de bande démo. Et on a rencontré là, à ce moment-là, des producteurs, et on a intégré plusieurs boîtes de production qui ont commencé à nous faire du film institutionnel. Ok, d'accord. Mais moi, j'avais pas de stratégie spécifique. J'étais pas du tout dans le côté réseau. Je me disais toujours, j'avais cette croyance que mes films parleraient d'eux-mêmes. Donc j'étais toujours dans l'objectif de me dire, fais le film de ton mieux, le mieux que tu peux. Mais le réseau, pour moi, ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était la vérité. Elle était dans le projet, dans le contenu. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment. mais à l'époque, c'était ça. Ok, d'accord. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est de toute manière commencer en tant que réalisateur. Toi, t'as fait un truc qui aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes de prod qui blacklist les personnes qui envoient plein de trucs, qui font plein de démarchages et tout ça. Mais en vrai, il y a une partie de vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu contactes plein de boîtes de prod, dans le tas, il y en a une qui va au moins s'intéresser, voire il y en a 5 qui vont s'intéresser, et une avec qui ça va potentiellement marcher.
Donc c'est vrai que c'est assez cool. Et vous tous les deux, vous les aviez approchés, donc avec quelque chose de fait. Vous aviez quand même de la matière à montrer. On tournait nos petits courts-métrages le week-end et avec des amis comédiens qui étaient étudiants en école de théâtre. Et encore une fois, c'était vraiment une très grosse envie de faire ça, qui était communicative, je pense. Ok. Et quand est-ce que vous êtes senti légitime pour vous dire réalisateur? Parce que c'est vrai que c'est un peu l'étape à franchir. C'est on réalise, mais quand est-ce qu'on se dit genre aujourd'hui je suis réalisateur? Ça dépend en fait. Je trouve que pour en fait il y a vraiment enfin pour moi il y a la publicité, le film institutionnel et le cinéma quoi. Et ensuite je trouve que pour la publicité, à partir du moment où on t'appelle pour faire une commande et tout machin, si tu les enchaînes et tout, je trouve qu'il y a une espèce de légitimité comme ça qui grandit assez naturellement. Ensuite, pour le cinéma, c'est un peu différent, je trouve. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de films en fait où j'ai quand même autoproduit, tu vois, beaucoup de mes courts-métrages. Une production qui m'accompagne sur les courts-métrages et tout, c'est venu assez tardivement. Et donc en fait, je me suis longtemps demandé si j'étais légitime en fait par rapport à mes films de fiction, parce que vu que c'était moi qui lançais en fait l'énergie et qui lançait la mise en production, tu vois, du film et tout, je me suis dit bon c'est super. Mais il y a longtemps, plusieurs fois, j'ai douté. Je me suis dit, mais attends, en fait, il y a personne qui me demande ces films. Est-ce que je suis pas en train de me raconter un truc? Est-ce que, tu vois, il y a ce truc un peu le syndrome de l'imposteur, un petit peu, genre, est-ce que ça a fonctionné? Et donc, finalement, je trouve que c'est la rencontre avec un producteur qui t'accompagne, en tout cas, sur un projet, qui soit financé ou pas. Mais pour moi, ça a été vraiment la rencontre de ça qui a fait que je me suis senti un peu plus légitime. Où je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui s'intéresse. Même si quand je faisais mes films en autoprod, je sentais quand même qu'il y avait de l'intérêt et que c'était pas nul, quoi. Tu vois, si bien tu sûr. veux. Mais voilà, il y avait quand même en moi ce petit doute parce que j'avais pas encore rencontré, tu vois, la personne qui allait m'accompagner sur la suite. Donc ça veut dire que toi, tu faisais une espèce encore aujourd'hui, tu fais une espèce de différenciation entre je me sens légitime pour m'appeler et me dire réalisateur de pub, réalisateur de fiction, mais tu forcément t'englobes pas forcément tous les types de réal ensemble. Non, pas vraiment, parce que je trouve que tu vois, sur la publicité, j'ai pas de doute, voilà. Et puis sur le cinéma, parfois, pendant longtemps, j'ai eu plus de doute, parce que c'est pas le même exercice, si tu veux. La publicité, je trouve que vraiment, tu vois, tu joues avec des codes. Enfin, il y a pas, je trouve, c'est pas vraiment toi en fait là quand tu fais une publicité. Tu vois, tu rentres vachement aussi dans un espèce de pipeline de quelqu'un qui écrit une histoire. T'as des DA et tout ça qui travaillent derrière et tout. Et toi, il faut que tu trouves ton espace pour proposer quelque chose, mais tout est quand même déjà bordé. Alors que je trouve que vraiment là, on est vraiment sur une mise à nu qui est une prise de risque qui est plus importante quand on fait de la fiction, parce que on raconte quelque chose. Bien sûr. Ça vient vraiment de nous ça complètement, vient donc ça vient de soi, tu vois. Et donc je trouve que c'est pas le même rapport. Donc c'est pour ça que je trouve que tu vois, il y a un truc dans l'approche avec la publicité, c'est presque il y a moins de prise de risque. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, ouais, complètement. Oui, c'est en fait c'est différenciation entre fiction et projet tout autre. Je pense que quelqu'un par exemple qui fait du clip où il est en tout cas qui commence et qui a vraiment force de proposition, peut-être peut plus se rattacher à quelque chose de l'ordre de la fiction parce qu'il y a des histoires, des choses comme ça. C'est vrai que pub où tout est déjà précalculé, tout est très enfin je dirais pas aseptisé, mais en tout cas c'est dans des lignes, sauf si c'est vraiment une pub où c'est une marque qui est complètement ouverte à faire un truc très créatif, ce qui arrive, hein, par exemple, tu vois, les fashion films, c'est un truc, tu peux faire quelque chose de très créatif et c'est un peu une pub aussi de l'autre côté. Bien sûr. Mais c'est vrai que pub, vraiment, effectivement, même dans l'institutionnel, très rarement on va avoir des trucs très artistiques. Donc oui, je comprends complètement le fait que tu fasses une distinction entre
la fiction, donc presque plus le côté artistique, et le côté institutionnel dans les cadres, bien sûr, je comprends complètement. Et donc toi, tu as eu ce truc un peu plus tard, donc tu t'es senti légitime pub et instit, et après, tu avais l'étape d'après. Exactement, parce que pendant la période justement où je faisais pas mal de publicité, en fait, et bah, ça prenait, quand ça marche, en fait, tu vois, on t'appelle assez régulièrement, donc ça prend quand même pas mal de temps, en fait, même si, tu vois, une pub, ça dure entre 30 secondes et 1 minute, mais derrière, voilà, t'auras bossé 1 mois et demi, voire plus. Et donc, quand ça s'enchaîne et tout, voilà, tu vois, il y avait un truc comme ça où ça fonctionnait bien, et puis la fiction était moins présente dans ma vie parce que, tu vois, forcément, ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que sur le tard, un petit peu, j'ai eu là, il y a quelques années, une espèce de prise de conscience de ça, et donc de vouloir inverser la chose. Voilà, tu vois, un peu moins de publicité, plus de fiction. Donc voilà, j'ai fait pas mal de courts-métrages là ces dernières années que j'ai un peu produit moi-même, et puis la rencontre en faisant ces courts-métrages, que ça aille, tu vois, en festival et tout ça, ça a permis de rencontrer un producteur, voilà, qui m'a accompagné sur le dernier que je fais. Ok. Si tu veux, tu nous en parles juste après, Martin. Ouais, est-ce que toi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit être légitime, enfin, tu t'es senti légitime comme étant réalisateur? Peut-être quand j'avais fait mes 507 heures, la première fois. Je me suis dit, j'ai fait mes 507 heures en venant un peu en commençant à zéro, et puis là, je fais mes 507 heures en gagnant ma vie en faisant des petits films. Il y avait un petit sentiment de légitimité, mais c'était très fragile encore. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps. Et la vraie légitimité en publicité, parce qu'aujourd'hui, je réalise de la pub et je fais aussi un petit peu de fiction à côté. Enfin, je réalise de la fiction aussi. Mon parcours est un peu comme celui d'Antoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me considère à peu près, peut-être un peu légitime en publicité, parce que mes films en amènent un peu d'autres. C'est-à-dire, ils font des petits, entre guillemets. On m'appelle pour un style de film, et je vis en faisant ça. Maintenant, en fiction... parce que quand tu dis petit film, tu parles de quoi, en fait? De l'instit, de la pub? Mais en fait, disons qu'à l'époque, il y a 10-15 ans, quand je faisais des films, j'étais pas très très fier des films en eux-mêmes. On me filait des films, des instits un peu pourris, pas grand intérêt, ni esthétique, ni dans le contenu, et c'était vraiment des films alimentaires, en fait. Et la donne a changé quand j'ai monté ma boîte à 30 ans. Où là, j'ai réussi à donner une direction un petit peu sur ce que je voulais faire. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres prods. Et là, on a commencé à m'appeler pour des films de mode, ou pour des films avec un grand enjeu esthétique. Et là, j'étais content des films. Et en plus, j'étais payé pour les faire. Donc là, je me suis senti plus légitime. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un côté ludique dans le fait de les faire. Ça me plaisait de les faire. C'était pas par la force des choses. Les films étaient plutôt jolis. Et je gagnais ma vie en faisant ça. Donc c'était pas mal. Cette espèce de combinaison qui fait que la légitimité naît... Je pense, ouais. Donc c'était très différent que dans le passé, où j'ai fait la première fois mes heures, et donc j'ai été intermittent grâce au fait de faire des films, mais j'étais pas fier de ces films, en fait. Et après, en fiction, je me sens pas vraiment encore tout à fait légitime. Moi, voilà, c'est ça, parce que je gagne pas ma vie en faisant ça. Déjà. Moi aussi. Mais c'est vrai que moi, je pense que la légitimité, moi, c'est vraiment je pense que c'est le jour où j'ai un prod qui m'a dit que j'étais un bon réalisateur. Et c'était quelqu'un, enfin, c'est celui qui a produit mon dernier cours, qui a dit t'es un bon réal. C'est quand il y a quelqu'un de confiance qui a investi sur toi et qui te dit t'es un bon réal. Il y a une partie de toi qui te dit je sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup souffert sur ce tournage et qu'il y a tout qui lâche, mais en tout cas tu le prends pour toi et tu te dis bah écoute, je le prends, je l'enregistre, et c'est un sentiment de légitimité qui naît. Moi, c'est vrai que c'est pas la rémunération forcément. Moi, il y avait une partie de moi qui avait envie que ce soit la rémunération. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on commence. Mais non, c'est super intéressant, cette distinction. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que la question de la légitimité, c'est hyper intéressant, et parfois, moi je me dis que non, je sais pas, je repensais à des jeux, parce que c'est des discussions que j'ai avec des amis réals et tout, et qui me disent oui, tu vois, moi j'ai envie. Enfin, ils sont pas encore tout à fait à l'aise avec là où ils en sont dans leur parcours et tout. Et donc ils se disent mais est-ce que je suis légitime, Et moi je leur dis souvent voilà, mais c'est pas parce que vous ne réussissez pas, enfin
que vous n'avez pas de talent, en fait. Il y a pas une corrélation là-dedans, en fait. Bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça que la question de la légitimité, je trouve que, enfin, c'est une question intéressante. Et puis en même temps, bon, si tu as envie de faire des films et que c'est ça qui t'anime, tu vois, il n'y a pas besoin de se sentir légitime pour d'avoir une espèce de validation comme ça pour avancer, pour faire les choses. Je trouve parce que je trouve que parfois ça peut aussi un petit peu bloquer, quoi, en fait, dans son élan. Mais voilà. En fait, c'est très relatif, hein, la légitimité. À partir de quand on estime l'avoir, c'est vrai que c'est une vraie question. Peut-être aussi c'est par rapport aux exigences qu'on s'inflige à soi-même. C'est-à-dire bien sûr. À quel moment tu te dis moi je sais que là j'ai pas encore fait de long métrage, je prépare mon deuxième court métrage, j'ai fait un premier court qui a un petit peu circulé, là le deuxième est financé. Je mets la barre assez haut, donc je me sens pas totalement légitime. Ok. Bah c'est ça. Et c'est quoi que votre premier vrai projet? C'est-à-dire vraiment le projet où vous vous êtes dit, ça y est, je suis dans c'est un autre level là que je passe. C'est quoi ce projet? C'était quoi? Ouais, moi c'était le premier court-métrage, enfin en tout cas en fiction, hein, je pense que c'était c'était il y a une petite dizaine d'années, dis donc. Mais ouais, c'était premier, enfin en tout cas c'était financé un petit peu justement, je bossais avec une société de production de publicité et qui m'a aidé un peu, voilà, c'était en fait moi aussi j'ai investi un petit peu dans le projet, mais la prod a apporté beaucoup de choses, du matériel, des ressources de personnes et la post-production. Ok. Et donc ça, c'était voilà, c'était vraiment mon premier gros projet. Enfin, par rapport à tous les autres cours que j'ai fait avant, qui étaient vraiment voilà, plus assez fragiles, fait avec les moyens du bord et tout ça, avec mes petits camarades de classe. Là, c'était vraiment mon premier cours. Ok. Et moi, c'est mon premier cours. Enfin, j'ai fait plusieurs cours dans ma vie, mais le premier que j'estime être mon premier cours, c'était il y a 5 ans. Ok. Un premier court-métrage de 10 minutes. Pour le coup, il y avait pour moi une vraie histoire, avec un début, un milieu, une fin. Et pas un film hybride proche d'un enjeu formel publicitaire ou proche d'un clip, mais une vraie fiction. Et là, j'ai eu l'impression de passer une petite étape. Ok. Ouais. Et donc sur le plateau, c'est au moment où de débarquer sur le plateau, vous vous êtes dit waouh, ça c'est un autre projet, ça c'est pas. Ah ouais, c'est clair. Moi, c'était la première fois. J'avais, je sais pas, on devait être 25 sur le. Ah, ça fait tout drôle. Hein. Ça fait tout drôle, hein, quand même. Hein. 25 personnes. Tout cela. Ah ouais. Et pareil que toi, voilà, c'était vraiment travail d'écriture assez long et donc première vraie histoire avec vraiment une structure narrative. Enfin voilà, vraiment plus aboutie, quoi. Moi, c'est vrai que je pense la légitimité aussi sur le plateau. Il y a ce sentiment on se doit presque, je sais pas si vous, ces premiers projets-là, les personnes étaient rémunérées ou alors c'était du volontariat mais c'est vrai que quand on a une équipe qui est là et qu'on se sent pas encore 100% légitime, on a ce petit truc où on se doit de faire en sorte que l'équipe te sente, en tout cas, genre faut que tu sois légitime, faut que tu te sentes légitime, sinon l'équipe elle te suit pas. Et il y a ce truc on s'excuse parfois de certaines personnes quand c'est dur, quand les conditions sont un peu difficiles, on a tendance à s'excuser. Quand en tout cas on se dit encore je suis redevable auprès de ces personnes. On l'est toujours redevable, bien sûr. Merci à l'équipe. Mais quand on se sent pas assez légitime, il y a ce truc on a beaucoup tendance à s'excuser beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc c'est aussi pour ça, quand je parle de légitimité, c'est aussi viser ce point-là de quand sur le plateau, on se sent à notre place de réalisateur et on est moins en train de regarder les autres et de vouloir faire le travail d'un autre parce que quand on commence, c'est assez difficile de pas... Ouais. Moi, ça remonte à il y a un petit moment parce qu'en fait, le fait d'avoir tourné quand même pas mal de pubs, et le tournage d'une pub finalement est assez similaire au tournage d'une fiction dans le sens où il y a des techniciens, exactement, les comédiens. Et en fait, je crois que la légitimité, c'est surtout vis-à-vis de moi-même. C'est le fait de me dire, voilà, j'ai un objectif. Tant que je l'ai pas atteint, bah voilà. Je serai jamais à 100%. Exactement. Ok. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc, un objectif, le long métrage. Ouais. Écoute, le long métrage, oui. Non, je réfléchis dans ma tête parce que c'est vrai que j'ai maintenant, il y a la série aussi en fait qui est. C'est vrai. Qui est tellement gros projet en fait. Voilà. Projet de. Moi, j'ai vu des gens que je
qui sont allés plus vers la série plutôt que le long métrage. En fait, il y a vraiment une espèce d'engouement en fait en ce moment très fort, une demande très forte et tout. Mais et je dis ça, non, moi c'est vrai que c'est plus le long métrage. Je préfère la fiction. Voilà, comme ça. Pardon. La fiction, non, plus se finit avec. Bien que ensuite je trouve qu'il y a des mini-séries et tout voilà, c'est la mini-série que je trouve peut-être plus intéressante, tu vois, où tu as un espèce c'est pas trop long, tu sais où est-ce que ça va et tout. Bien sûr. Et donc voilà, mais personnellement, oui, moi, l'objectif prochain, c'est ce long métrage. Ok. Et toi aussi? Exactement pareil. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des petites graines que vous plantez? C'est les courts-métrages, en fait, c'est ça, c'est le début. Les petites graines qu'on plante, oui, pour moi, les courts-métrages sont vraiment des petites cartes de visite voilà, de ton univers, de ce que tu as envie de faire. Moi, je sais qu'ensuite, il n'y a pas une continuité entre, parce que souvent, j'ai des amis réalisateurs qui ont fait ça, qui ont fait un court-métrage de leur long-métrage, en fait, tu vois, pour créer un lien avec une société de production, tu vois, qui va les accompagner, en fait, sur le coup. Qui se fait beaucoup. Ouais, bien sûr. Tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu trop de stratégie comme ça, là, pour l'instant. C'est vraiment une histoire, une histoire de long-métrage qui a rien à voir, en tout cas, avec les sujets que j'ai pu aborder. Donc, de l'écriture. Ouais. Donc là, actuellement, il y a vous écrivez, long-métrage, des trucs dans les tiroirs? Oui, moi j'ai un projet de long métrage effectivement depuis quelques temps qui progresse, qui avance, que je coécris. Ok. Qui a des liens sur certains aspects que j'arrive à détecter moi avec le court métrage, mais je n'ai pas fait effectivement comme Antoine le court métrage du long. Ok. Ouais. Ouais. Écoute, non, moi l'écriture là, ça fait à peu près 1 an et demi. J'écris seul pour l'instant, mais je travaille quand même. J'ai ce qu'on appelle un script doctor. Enfin, je sais pas si, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut expliquer ce que c'est un script doctor. C'est quelqu'un qui va en fait, qui connaît la structure d'un scénario, qui connaît tout, en fait, qui connaît l'outil scénario et qui va vraiment décortiquer le scénario qu'on va lui donner et trouver les points faibles, les points forts, les choses à changer, les incohérences et qui va un peu faire un compte rendu de tout ce qu'il faut changer, tout ce qu'il faut garder, là où il faut appuyer. Voilà. Ouais. Donc c'est pas mal en fait, c'est que c'est vraiment une sorte de personne voilà qui fait une fiche de lecture quoi en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois qui n'intervient pas ensuite à proprement parler dans l'écriture et tout, mais qui donne des pistes. Donc du coup ça permet de rebondir. Voilà, moi à ce stade de développement de l'histoire, vu que je suis pas encore sur l'étape d'écriture qui est la continuité dialoguée, tu vois, je suis plus encore sur le travail d'ossature de l'histoire, où est-ce que ça va, enfin le séquencier en vrai, qui est plus séquence par séquence, raconter l'histoire. Et donc il me fait des retours et non, c'est très intéressant. Enfin pour l'instant, j'aimerais trouver certainement un co-auteur à un moment parce que je trouve que c'est pas mal. Pour l'écriture d'un long, c'est bien d'être à deux en fait. Tu vois, même si j'adore retrouver mes personnages, seul et tout, mais je pense que tu vois, en termes de dynamique d'écriture, je trouve que pour le court, tu peux, il y a pas de. Enfin, j'y arrive très bien, tu vois, à travailler seul parce qu'en fait, c'est une structure qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus. Enfin, je sais pas, c'est une forme qui est plus. Comment dire, tu peux plus rapidement la maîtriser, alors que je trouve que le long, c'est. Même si moi j'ai pu me coller beaucoup de bouquins avant de me lancer dessus. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a quand même des endroits en fait où tu as l'impression que tu avances et puis ensuite tu as la surprise de ton script doctor qui te défonce tout simplement tout ce que tu viens d'écrire, alors que toi tu as l'impression d'avoir écrit un truc hyper où tu te dis putain, j'ai fait une avancée, là j'ai hâte d'avoir son retour et tout, et puis bam, tu te fais défoncer. Donc ça prouve bien que voilà, il y a encore du boulot et c'est très bien, mais à deux, ça me plairait bien. Voilà. Mais ensuite, c'est une histoire de rencontre, je pense. Mais ouais. Moi, c'est vrai que je trouve l'exercice du long métrage plus facile finalement que le court métrage. Parce que c'est vrai que le long métrage, on peut plus s'étaler, on peut prendre son temps et tout ça. Un court métrage, l'incident déclencheur, il doit arriver dans les 5 minutes, quoi. Enfin, ou dans les 10 minutes. Et moi, je trouve ça très, très dur. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu pratiques l'art du court métrage, si à l'écriture, tu as commencé à avoir tes réflexes, tes trucs, tu as tout ça. Moi, c'est vrai que c'est un exercice. J'ai déjà écrit un long et ça me paraissait
tellement plus facile, alors que je me triturais la tête pour les courts-métrages. Je me disais, non, l'incident déclencheur, il arrive trop tard. Ma femme qui est scénariste, elle me disait, non, mais là, genre vraiment, ça arrive beaucoup trop tard, ton incident déclencheur. Le spectateur, là, pendant 10 minutes, il a rien à se mettre sous la dent, faut lui donner quelque chose. Et c'est vrai que enfin, ouais, je comprends le truc. Co-auteur, c'est génial, parce qu'en plus, ça permet d'avoir un échange. Bah, vas-y, dis-nous, toi, qu'est-ce que c'est le travail avec un co-auteur Alors, c'est quelqu'un qui va aussi avoir du recul que tu n'as pas forcément. Ouais, bien sûr. Généralement, moi, les co-auteurs avec qui je travaille arrivent sur un projet dont j'ai une idée originale. Je présente une idée, donc ils vont pas forcément réaliser le film et ils vont participer sur l'écriture, mais avec un point de vue extérieur. Et je repense aussi au cas du script doctor. C'est ça, c'est la prise de recul, parce que très vite, nous, on est un peu englués dans nos histoires, on est dedans, on pense qu'à ça tout le temps, et on n'a plus de prise de recul. Et je trouve que ça permet d'avoir du recul. Et après, la coécriture permet aussi d'avoir un échange en ping-pong. Ouais, bien sûr. Et d'un point de vue créatif, je trouve que ça challenge énormément. Bien sûr. On se rend compte plus rapidement de ses erreurs. Seul, c'est un peu comme si tu joues aux échecs contre toi, mais à un moment donné... C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Un peu, C'est très, très compliqué. Moi, j'ai besoin souvent de lecteurs extérieurs, et il faut bien les choisir, parce que lire un scénario, c'est pas comme lire un roman. Bien sûr. Un scénario n'est qu'un outil, n'est qu'une étape. C'est ça aussi qui est très dur dans le métier, c'est que finalement, on passe énormément de temps à produire un document qui va être un document de travail, finalement. Exactement, ouais, complètement. Et, pour arriver peut-être un jour au film. Mais voilà, la coécriture, moi, moi, j'aime bien les gens, donc j'aime bien travailler avec des gens. Je suis pas totalement solitaire, même si. Donc, coécrire, ça me va bien. Après, il faut trouver les bonnes personnes qui se mettent à ton service, qui comprennent ton univers. Et comment tu as trouvé, toi, ton co-auteur Alors moi, je fais partie de Séquence 7, qui est une association de scénaristes. Bien sûr. Je fais partie aussi de Séquence 7. C'est vrai. Voilà, c'est très bien. Ouais. Via Séquence 7, j'ai fait un stage en fait d'écriture de court-métrage, à un moment donné en fait où j'avais ce long métrage en gestation, et j'arrivais un peu au bout d'une étape, et en faisant ce stage d'écriture de cours, j'étais sur l'optique de faire la version courte du long, pour essayer d'avancer en fait. Et le formateur du stage, qui est Martin Sauvageau, on s'est beaucoup apprécié, et à l'issue du stage, je lui ai proposé le projet, je lui ai présenté en tout cas mon projet, et il l'a lu, il en a vu des qualités, et en fait on a commencé à coécrire ensemble. Donc en fait moi je suis arrivé avec une première mouture, et il a rebondi, et en fait on s'est fait beaucoup d'échanges, il s'est réapproprié l'histoire. Après il faut aussi en coécriture être prêt à lâcher des choses. C'est super important, bien sûr. Il faut avoir une ouverture. Mais je pense même quand on n'a pas de co-auteur, mais c'est ça qui est dur, c'est qu'on doit être prêt à lâcher ses propres idées, parce que parfois on s'enfonce dans un tunnel, puis on se rend compte qu'en fait on est encore en train de creuser, alors que l'idée elle est plus bonne depuis un moment, pour retourner en arrière. C'est super dur. C'est vrai qu'avoir un co-auteur, il te permet de te dire, là tu vas creuser pendant longtemps, alors que c'est pas une bonne idée. Donc alors par rapport à ça, je rebondis. En fait, ce que je trouve moi très compliqué dans l'écriture comme ça, et même la coécriture, c'est que parfois, une première idée est merdique. Il faut la rebosser, parce que souvent, c'est un premier jet et ça mérite... Bien sûr. Mais parfois... En fait, mais ce qui est dur, c'est de réécrire comme si, à l'issue de ta réécriture, ton idée est fraîche comme une première idée. C'est dur. C'est super dur. Et qu'elle soit pas trop non plus travaillée, qu'elle soit qu'on ait l'illusion d'avoir quelque chose que tu sois pas en train de ramasser des petits bouts et de les recoller. Que ça soit pas intentionnel, que ça soit très sincère, en fait. Ouais, c'est ça. Et que ça reste sincère malgré le fait que ça a été repassé, réécrit. Ouais, je vois très bien. C'est vrai que c'est dur. Et si vous aviez un style un peu, vous définiriez dans quelle tranche de genre de ce que vous faites? Moi, je dirais Alors, moi, je suis souvent hanté par des personnages qui répondent aux désirs des autres, qui ont du mal à s'affirmer. Et l'histoire va raconter leur processus d'affirmation. Donc, c'est souvent des espèces de comédies dramatiques, ou de drames, au cours desquelles mes personnages vont être un peu influencés au départ. Et c'est un peu une ligne qui revient tout le temps, je sais pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est un leitmotiv que j'ai comme ça. Ok, d'accord. Et toi, Antoine? Écoute, je sais
C'est marrant, c'est pas facile de décrire son propre travail et tout, parce que moi je sais que j'ai cette ligne directive, en tout cas, les cours que j'ai faits, mes personnages principaux sont des femmes. Ok. Et donc voilà, donc ensuite, il y a quelque chose, non, il y a souvent, voilà, ça part souvent d'histoire, en fait, où le personnage se remet en question sur un certain sujet. Il y a une forme un peu initiatique, voilà, moi j'aime bien l'aspect initiatique, en fait, du personnage qui va vivre juste des expériences qui vont l'amener à évoluer. Je pense qu'il y a ça, mais ensuite c'est vrai que d'un court-métrage à l'autre, je peux avoir des angles d'attaque qui sont pas forcément les mêmes. Voilà, il y a juste cette constance, en tout cas. J'aime bien travailler à partir de personnages féminins. Un cinéma un peu intimiste, quoi. Intimiste, ouais, carrément. C'est vrai. Voilà. Ok. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le travail avec les acteurs, le fait de pouvoir se plonger dans l'univers du réalisateur, c'est vrai que c'est super important. Et donc de savoir un peu sur quel style, pas vraiment. Donc là, vous voyez, genre un truc intimiste, on va être concentré sur toi, ou alors c'est un truc, on va avoir des gros plans larges, ou alors ça va être de l'action, ça va être du genre. Où est-ce qu'on va emmener nos acteurs? Vous avez quelle relation avec les acteurs, d'ailleurs Écoute, franchement, là, ça fait... d'ailleurs, je sais plus si c'est assez... Oui, il y a un chat, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un chat dans le... Je pense que c'est le chat de la SACD qui est en train de nous narguer. Ouais, c'est ça. Là, il veut participer. Je pense qu'il sait qu'il y a des humains, donc il essaie. Non, il a surtout des choses à nous dire. Tu peux, ouais. Merci Flo. Ah oui, non, ok. En fait, il est un peu plus loin. Ah, il est perdu, je pense. Il est perdu, le pauvre. Pardon, désolé. Non, t'inquiète. C'est les aléas du direct. Bien sûr. Donc comme on disait tous les deux, effectivement, on a fait partie de quelque chose qui s'appelle les Artifacts. Ouais. Et aujourd'hui, il y a aussi Zone 34 qui est né à côté, qui sont des trucs, des viviers absolument géniaux. Ça a été vraiment top. Moi, pendant un moment, j'y étais tous les jours. Ça m'a fait des rencontres. Aujourd'hui, je travaille que avec des acteurs qui viennent de là. Ouais, super. Et c'est vrai que ça, en tout cas, même si je pense que très rapidement quand même pendant les études de cinéma, enfin dans mon approche justement un petit peu technique au début, voilà, je me suis dit il faut que je comprenne le cinéma et tout ce machin. Enfin la direction d'acteur, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose pas forcément qu'on met en avant, en tout cas complètement, à l'école, en tout cas à l'université et puis ensuite à l'école. Et pour moi, ça a été très important, tu vois, de réussir à apprivoiser, en tout cas, voilà, sur le premier court-métrage que j'ai fait, je me souviens, enfin, j'étais vraiment démuni sur comment parler à mes comédiens. Je me sentais vraiment, du coup, complètement illégitime, pas juste à cause de ça. Bien sûr, c'est un langage. C'est vraiment un langage, ouais. Et donc, en parallèle, très vite, j'ai fait pendant un an et demi des cours d'art dramatique aux États-Unis et tout. C'était très cool. Et c'est là que, voilà, tout à coup, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Et puis voilà, ensuite, il y a eu un peu cette période où la publicité, finalement, je trouve que en termes de direction d'acteur, on va pas dire que on va chercher dans des registres très élevés ou très approfondis, même si, il y a une technique et il y a des trucs, bien sûr, que tu peux t'amuser. Pas dénigrer, mais faut pas dénigrer, tu vois. Mais voilà, c'est moins recherché, moins fouillé. Et du coup, la rencontre avec les Artifacts, ça fait du bien, justement, à ce moment-là où j'avais vraiment envie de refaire la fiction et tout, et que je me sentais un tout petit peu, peut-être, rouillé, ou tu vois, voilà, c'est un peu comme, j'ai l'impression, c'est un peu comme les maths, quoi. Si t'en fais pas tous les jours, t'oublies un peu, enfin, t'oublies cette capacité, je trouve, à diriger des comédiens, parce qu'il y a vraiment, c'est un langage particulier, on a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Même pendant les études, c'est vrai que quand tu fais des études la direction d'acteur, la relation avec acteur est super importante, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très souvent, alors, on va pas dire, c'est descendu, mais en tout cas, c'est pas mis à l'honneur comme ça devrait l'être, parce que c'est vrai que le réalisateur, à partir du moment où le film est dans les roues, je veux dire, le vrai dialogue qu'il va avoir, c'est avec son chef-op. Normalement, il est déjà au courant de tout, il va valider à la fin, mais la personne avec qui il va vraiment avoir un dialogue super important, c'est avec l'acteur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'ESRA, et l'ESRA, je sais que ça a changé aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où je l'ai fait, la direction d'acteur, c'était pas mis en avant beaucoup, quoi.
Donc ça a été la redécouverte, les artifacts de la direction d'acteur, le dialogue avec les acteurs, juste communiquer avec eux dans un autre contexte que le travail. Non, mais c'est vraiment ce qui est le plus important, en fait. Enfin, le scénario et la direction d'acteur, en fait. Enfin, parce que finalement, le reste, tu vois, je pense que tu peux l'apprendre assez rapidement, la technique. Enfin, en plus, c'est vraiment un métier collaboratif, donc tu peux t'entourer de gens qui vont t'accompagner dans ta vision et tout, mais vraiment, le scénario et puis la manière dont tu diriges tes acteurs, en fait, c'est primordial, quoi. En fait, une image, tu vois, une image moche, finalement, si tu as des acteurs, une direction d'acteurs, un scénario qui est extraordinaire et tout. Enfin, je veux dire, on se souviendra du film. L'inverse, pas du tout, tu vois. Donc, c'est clair. Pour moi, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment avant tout des rencontres. Et donc, j'ai besoin d'aimer mes comédiens et de les comprendre, de les connaître, pas de devenir forcément ami avec eux, mais d'aller plus loin qu'un registre du travail. Donc, j'ai besoin de savoir un peu comment ils pensent, pour ensuite... et puis qu'ils sachent un peu comment je vois les choses, ensuite être au clair sur les situations qu'on va essayer de développer, sur les intentions qu'on va essayer de poser sur chaque personnage. Bien sûr, j'aime bien faire des répétitions. En amont, j'aime bien lâcher mon texte, c'est-à-dire que le texte soit maîtrisé, mais qu'à un moment donné, on le lâche pour qu'ils puissent s'en emparer et faire des propositions. Et il y a une espèce de réécriture de leur part en tant qu'interprète, créateur finalement d'une nouvelle version du projet. Et je réécris du coup après. Voilà, je suis très ouvert sur l'échange en fait. Je suis très preneur de ce qu'ils peuvent donner à partir du moment où ils ont bien saisi ce que la scène devait traduire ou ce que l'histoire devait signifier. Je pense que c'est pour ça que les répétitions c'est important, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on se retrouve sur le plateau, si on n'a pas fait de répétition, pas forcément sur le fait de connaître le texte, mais au moins de savoir quel est le sujet, c'est tellement important. C'est un dialogue qui est primordial, vraiment. Ok, mais c'est vrai que c'est super intéressant. On a beaucoup tout le rapport à l'acteur est tellement au centre qu'au bout d'un moment, il faut l'aborder, quoi. Tout à fait. Après, je rajoute juste une petite chose, mais venant de la pub, j'ai l'impression que en réalisation de pub, tu plaques des émotions un peu de l'extérieur. Tu plaques un peu des choses comme si tu avais un peu une image à distance. Et moi, ce qui m'intéresse à travers le cinéma, c'est de pouvoir plus rentrer dans de la direction d'acteur liée à une émotion incarnée qui vient de l'intérieur. Et là, j'ai envie de prendre des cours de comédien, pas pour devenir comédien, mais pour bien comprendre comment un comédien ressent une émotion, comment il va la faire vivre, comment il va la faire naître, pour pouvoir ensuite mieux diriger mes comédiens. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant, ça. Quand même. Et donc, j'ai une question qui est super importante. Est-ce que vous doutez ? Je pense que si t'es pas en proie au doute, t'es pas réalisateur. Je pense que ça fait partie complètement, c'est complètement lié à notre métier et au fait que oui, on s'interroge sur ce. C'est vraiment un questionnement, quoi. Ce métier, c'est que ça. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps. Mais c'est tout le temps creuser. Question sur question. Ouais, c'est ça. Un film est une question. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est un moteur, quoi, en fait. Donc, finalement, on n'est pas là pour tracer des lignes droites et balancer comme ça une espèce de réponse précise sur des questionnements. Je trouve que moi, quand je pense à ce que je fais, je me dis l'idée, c'est essayer de transmettre le mieux possible les questions que je me pose, quoi, en fait, ou les ressentis que je peux avoir, sans forcément donner une réponse définitive. C'est pas le but. Enfin. Moi, j'ai l'impression que c'est mon motif, c'est pas action-réaction, c'est question-réaction. C'est-à-dire, je me pose des questions et à la limite, j'agis après pour ne pas trop me poser de questions non plus, quoi. Et ce que je reproche à la philo, quand j'ai fait de la philo, c'était super, hein, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis nourri de beaucoup de choses. C'est génial, la philo. La philo, c'était super, mais à mon sens, quand j'ai fait ça, à un moment donné, je saturais parce qu'on me posait beaucoup de questions. Et il y avait peu de réponses. Très peu de réponses. Tu interroges, en fait. Donc, et je trouvais que faire des films, c'était à la fois des questions, mais aussi des réponses. C'est-à-dire, ou des semblants de réponses à des questions. En tout cas, c'est une façon de proposer quelque chose. Et donc, un peu une réponse aux questions. Mais moi, je doute beaucoup, Ouais, moi aussi. Mais je pense que c'est important, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image... Je le dis à chaque épisode, mais c'est vrai que celui qui doute pas, qui est sûr de lui...
on a ce truc un peu compétitif entre réals, et je pense que c'est important de se serrer les coudes et de se dire non, on va se monter les uns les autres, et enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. On va le nivellement par le haut. S'entraider. Exactement, s'entraider. Ouais. Mais oui, non, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi aussi je doute. Je pense qu'on doute absolument tous. Le quand aussi, parce que c'est vrai qu'on peut douter quand on n'est pas sur le plateau. Moi, c'est vrai que sur le plateau, je doute plus des choix que je vais faire que vraiment de ma position en tant que réalisateur, parce que sur un plateau, c'est un fait, c'est le poste, il y a marqué réalisateur, on est réalisateur. Mais par contre, sur les choix qu'on fait, on doute là-dessus. Mais vraiment, sur vraiment le fait d'être réalisateur, c'est plutôt l'en dehors. C'est quand on n'est pas en train de réaliser, quand on n'est pas sur le plateau, on se pose parfois la question de qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire le mauvais choix de vie? J'aurais dû faire de l'immobilier. donc ouais, non. Je comprends. Et ben écoutez, est-ce que vous avez une anecdote? C'est le moment anecdote. Ah oui. Donc, vous allez nous raconter une petite anecdote. Donc, le concept, c'est une anecdote à vous, c'est mieux. Mais si c'est une anecdote d'un réalisateur que vous aimez bien, qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose ou qui a vécu quelque chose qui vous paraît pertinent, intéressant, drôle. Et vous, surtout, si vous avez vécu quelque chose que vous trouvez drôle, pertinent, intéressant. Ouais, alors moi j'en ai une petite, un souvenir en fait à mes débuts et qui a participé à la légitimité justement dont on parlait tout à l'heure. J'avais été pris pour faire un making-of d'une grosse pub photo pour Acova, les radiateurs Acova. Ok. Et donc moi j'étais avec ma caméra DV, je faisais mes films, etc. J'étais hyper content. Et là, et donc le tournage devait se passer, enfin le shooting photo, pardon, devait se passer en Bretagne. Et quelques jours plus tard, l'agence m'appelle pour me dire voilà, est-ce que ça te pose un problème? Mais le photographe qui était anglais veut absolument tourner aux États-Unis sur la côte ouest. Donc le shooting se passera entre San Francisco et Los Angeles. Dommage. Et moi je dis non, aucun problème, on y va. Et du coup j'étais parti pendant 8 jours. En plus en électron libre, j'avais un super poste parce que réalisateur du making of, personne m'ennuyait. J'étais vraiment et j'ai tout vu. Et là j'ai vraiment eu le sentiment c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué et j'ai eu vraiment le sentiment de faire un premier joli film de commande en fait. Ok. Mais voilà, l'anecdote Bretagne, États-Unis, le gap, c'était juste génial. J'avoue, ça doit écouter. Quel âge? Ouais, j'avais 21 ans. Ok. Je suis toujours pas allé sur la côte est. J'adorais. Ouais. Trop marrant. Non, mais écoute, moi j'en ai une. Ça remonte. Je te dis, oui, j'ai fini mes études de cinéma à New York. Et dans cette ville, c'est quand même passé pas mal de trucs assez marrants. Je sais pas si c'est l'époque ou si c'est la ville en elle-même et tout, mais il y avait vraiment un champ des possibles en fait. T'envoyais des mails à des boîtes de prod et tout, ça répondait, ça se faisait, tout ça machin. Waouh. Et ensuite, dans ce qui a été le plus loufoque en fait, c'est qu'une fois, donc je vivais à Brooklyn et tout, je louais en fait un appartement. Il y avait 2 chambres et je devais trouver un nouveau colocataire. Je mets ça sur l'époque, je sais pas si vous connaissez le site Craigslist. Ouais, c'est un peu le bon coin. Ouais, c'est un peu le bon coin de l'époque, quoi, où voilà, tu mettais un petit peu des annonces un peu diverses et variées. Et là, j'ai un mec qui me répond et il se trouve que le mec, donc je me souviens même plus de son prénom et tout, mais bref, enfin, il me raconte, il me dit oui, je dois faire un film là à New York pendant quelques temps, je viens de Los Angeles, c'est hyper urgent, machin. Bon, je dis ok, très bien, c'est possible, viens et tout. Le mec a été assez sympa. Et de fil en aiguille, je me rends compte que le mec, c'est quand même le monteur de Abel Ferrara. Tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, qui a fait, enfin alors il a pas fait tous les films, tu vois, mais il a fait pas mal de films. Je sais plus, je crois qu'il avait un film. Il y avait pas un film sur Marie-Madeleine avec Juliette Binoche, il me semble, un truc comme ça. Enfin bref, il montait un truc et puis là il me disait voilà, écoute, je monte un documentaire d'Abel Ferrara, Chelsea on the Rocks, tu vois, l'hôtel Chelsea à New York et tout machin. Ok, super. Et puis moi, tu vois, j'étais quand même apprenti réalisateur à l'époque. J'avais un petit peu de matos et tout machin. Donc il dit c'est super. Est-ce que tu voudrais pas venir faire des images sur le documentaire de Abel et tout. Et puis je sais pas, de fil en aiguille, je me retrouve en fait, il y avait pas le pointeur qui n'était pas là. Il me demande de faire le point sur le film de Abel Ferrara comme ça.
Et je me souviendrai toujours de cette phrase où, tu vois, moi, j'étais quand même tremblant à faire le point avec un espèce de chef-op de 50 ans qui me gueulait dessus et tout. Et puis, Abel Ferrara, donc à la fin du plan, qui a cette phrase et qui me dit probably not an AC career, tu vois, probablement pas une carrière de premier assistant. Et donc, moi, j'étais un peu comme ça. Et puis, contrepoids, quelques semaines plus tard, je dois faire un espèce de documentaire avec un de ses amis. Moi, j'avais ma petite Panasonic DVX 100B, tu vois, qui était l'espèce de Rolls-Royce DDV à l'époque. J'étais hyper content et j'avais fait le film, j'avais été chef-op sur le film et tout. Il avait vu les images et il m'a dit, putain, mais je sais pas comment t'as fait ça, c'est magnifique, tu vois. Et donc là, l'espèce de montagne russe. Enfin voilà, tu vois, un truc complètement hallucinant de se retrouver dans cette petite histoire et ce personnage qui est vraiment à la fois adorable et puis très dur, très colérique, enfin spécial, quoi. Mais voilà, tu vois, c'était bref. Conclusion, les chefs opérateurs, soyez gentils avec vos ASCAM. Ouais, c'est ça, putain. Ah, ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir réalisateur ? Ne devenez pas réalisateur. Si vous avez envie de devenir réalisateur, j'ai envie de dire, si vous avez... pour moi, si je devais refaire, tu vois, les trucs, je pense que pour moi, la réalisation, ça passe vraiment par la maîtrise du scénario. Tu vois. Je pense que si je devais refaire le cheminement, j'aurais commencé par ça. Vraiment, voilà. Et apprendre à écrire des histoires. Je trouve que c'est ça. Je discutais avec quelqu'un de la FEMIS, voilà, parce que justement, des gens de Paris 8, il y a des gens qui ont fait la FEMIS après, tu vois. Donc j'ai gardé contact avec ces gens-là. Et j'avais ces discussions, il me disait, oui, tu vois, là, sur les promos, il y a plus de gens, en fait, de la promo scénario qui font un premier long métrage que ceux qui sont en réalisation, tu vois, par exemple. Ouais. Et je trouve que c'est assez révélateur quand même que c'est pas parce que tu sais mettre en scène, enfin, aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a plus ce truc, cette différenciation, il y a les scénaristes, bien sûr, il y a les réalisateurs, tu vois, et donc ensuite les scénaristes, les productions vont chercher les scénaristes et ensuite vont chercher les réalisateurs et les réalisateurs réalisent. Mais en France, tu vois, on a vraiment plus une dimension d'auteur, quoi, en fait. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment, ça passe par une maîtrise du scénario. Voilà. Mais ensuite, je sais pas, comme phrase d'encouragement pour des personnes qui ont envie de faire ce métier, j'ai pas encore une réponse toute faite comme ça. Moi, je rebondirais sur ce que tu dis. Je suis assez d'accord sur l'écriture et je dirais cultivez votre regard sur le monde qui vous entoure. C'est-à-dire cultiver la singularité de votre regard. Et il y a vraiment quelque chose à dire qui soit différenciant, qui fait que c'est vous qui avez envie de dire quelque chose sur le monde qui vous entoure. Ok, mais je comprends complètement cette approche, effectivement. Si vous faites des études, faites des études limite, faites des études de chef opérateur pour avoir un œil aguerri, une image et tout ça, faites des études de scénario, mais réalisateur, effectivement, on touche un peu à tout sans approfondir certains sujets qui, plus tard dans notre carrière, vont devenir très importants, comme le scénario, pareil, comme la direction d'acteur. Il faut, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Tout à fait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci d'avoir participé à E-Action. Et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à Flo. Merci à vous les gars, c'était génial. Pour le son. Merci à la SACD pour les locaux. Merci à Cherico pour la délicieuse chicorée qui m'a accompagné pendant toute cette émission. Et j'invite les auditeurs à partager cette émission. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Merci beaucoup. Merci.